Bonjour à toutes et à tous, ou peut-être même rebonjour si vous avez suivi nos premiers webinaires indispensables de la journée. Nous voici donc pour ce 7e rendez-vous de nos journées indispensables avec Yannick Cuzic de l'Arpège. On y reviendra dans un instant, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots pour rappeler les indispensables. Alors les indispensables, c'est d'abord toute l'année. Des rendez-vous, des formats de rencontres, des outils pour accompagner les employeurs du secteur associatif, sanitaire et social qui souhaitent recruter des personnes en situation de handicap. Et puis, une fois par an, c'est 3 journées avec un peu plus de densité d'événements, un peu plus de rendez-vous, des événements à la fois au niveau national avec des webinaires et puis au niveau des territoires, des rendez-vous, des job dating et des moments de rencontres organisés à la fois par nos adhérents et nos partenaires autour cette année d'une thématique qui sont les pratiques innovantes pour recruter des personnes en situation de handicap. Et c'est autour de cette thématique que j'accueille aujourd'hui donc Yannick Cuzic, pardon, j'ai écorché votre nom, donc de l'Arpège, avec une première question, somme toute un grand classique. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre structure l'Arpège ? Donc, bonjour, je m'appelle Yannick Cuzic et effectivement, je suis porte-parole et responsable de communication chez Arpège. Arpège, c'est une association qui est d'ailleurs partenaire de ETH et on en est fiers. Et aussi, ETH est membre actif, donc je suis là à double titre et très heureux d'être là et de participer aux indispensables. Arpège est née il y a 15 ans. Elle regroupe 150 membres. Ces membres sont essentiellement des grosses entreprises, des grands groupes et aussi des services publics, des ministères, par exemple la ville de Paris. Tous ces gens représentent des employeurs et surtout des collaborateurs que l'on invite à participer à des actions toutes gratuites. Et ces actions, le but, c'est de proposer aux jeunes de 15 à 30 ans en situation de handicap d'envisager leur avenir, de choisir une orientation, d'ouvrir leur regard, je vous expliquerai comment tout à l'heure, et si possible à la fin de trouver leur place dans la société, c'est-à-dire si possible un emploi. Et pour y parvenir, donc avec ses collaborateurs, tous les jours, on organise une multitude d'actions différentes, et j'insiste beaucoup, gratuites pour ces jeunes. Alors merci, vous l'avez dit, nous sommes partenaires en effet au ETH et Arpège et vous avez l'an dernier, l'Arpège a signé notre charte indispensable. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quel est le sens de cette signature et de cet engagement dans notre charte indispensable ? Pour nous, c'est très important de le dire, on va vers le plein emploi. En tout cas, si on en croit ce qu'on nous raconte, le chômage est en baisse, il y a de la place pour tous dans la société. Il y a un problème en France, les jeunes en situation de handicap sont 2 fois plus impactés par le chômage que les autres jeunes. Et cette charte d'engagement, et je l'ai bien relue avant de venir, elle va dans le bon sens, évidemment, puisqu'elle propose d'offrir à des jeunes leur place dans la société dans un secteur qui a besoin, j'ai envie de dire, de sang neuf, de talent, parce que nous, on s'intéresse beaucoup au talent des jeunes, de leur qualité, de leur motivation. Et encourager les entreprises que vous êtes, par exemple les employeurs, à embaucher ces jeunes dans ces secteurs du médico-social, c'est à la fois répondre à des attentes, des besoins, et en même temps leur permettre peut-être d'utiliser des compétences spécifiques qu'ils connaissent, parce que beaucoup d'entre eux et d'entre elles ont, comment dirais-je, côtoyé des milieux socio-éducatifs, connaissent ces sujets, ont des compétences particulières. Il faut que les deux matchent. Donc nous, ça nous va très très bien parce qu'Arpège, ça nous permet de dire à ces jeunes, tiens, ta place, ton talent va peut-être servir là, à cet endroit, dans ce secteur-là, et c'est le moment ou jamais. Merci pour ce rappel et pour ce plaidoyer. On a parlé du sens, on a parlé de l'engagement, on va parler pratico-pratique, on va parler de vos activités et de la façon dont vous vous y prenez, à travers quel dispositif vous permettez de matcher, de permettre cette rencontre entre des jeunes, des étudiants, des collégiens peut-être même, et des entreprises. Comment ça se passe ? Alors c'est tout simple. D'abord, je l'ai dit, on s'intéresse aux jeunes de 15 à 30 ans. Ce qu'on s'est rendu compte à la naissance d'Arpège il y a 15 ans, c'est que le manque de personnes en situation de handicap sur le marché du travail, avec des qualifications, avec une connaissance du monde du travail et donc de certains métiers spécifiques ou secteurs spécifiques, il vient en fait très très tôt. C'est pour ça qu'on attaque dès le collège en fait, à 15 ans. Il y a un moment où il y a une rupture qui se fait. Souvent c'est un abandon du système scolaire.
c'est un renoncement. Et ces choses-là, elles sont dues à un facteur, j'ai envie de dire malheureusement, culturel qui perdure, et vous connaissez ça, je ne vais pas vous l'apprendre. On a deux formes de blocage et d'autocensure qui se mettent en place. D'un côté, les jeunes en question laissent tomber. On va dire ça tout simplement, se disent on ne me laissera jamais faire ce job, j'ai un handicap qui va être compliqué à expliquer, parfois même à assumer, donc je laisse tomber, je quitte l'école. De se projeter en fait. Ils se projettent pas. Voilà, c'est un vrai problème et c'est incroyable quand on est jeune, normalement on rêve, hein, on se dit je vais vivre des choses, j'ai envie de vivre des choses, j'ai vu des adultes faire des choses et en fait non, ces jeunes-là, il y a souvent ça s'arrête quoi, en fait, ça s'arrête là. Et en face, il y a un système. Il y a des employeurs, alors je ne veux pas non plus tous les critiquer parce qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, beaucoup de changements, la culture avance doucement, mais en face vous avez des employeurs qui de la même manière s'auto-censurent en disant prendre des salariés en situation de handicap, ça va être coûteux. Ça va être compliqué, je ne sais pas faire, mes collaborateurs vont être complètement désœuvrés. J'ai d'autres chats à fouetter. J'ai autre chose à faire. Voilà, c'est dommage, parce que là aussi, c'est une autocensure qui, en fait, ne correspond plus du tout à la réalité d'aujourd'hui. On sait faire, on sait montrer, on est nombreux, on est notamment plusieurs associations et plusieurs organismes à expliquer que ces jeunes, en fait, sont abordables, sont intéressants et ont du talent. Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc vous, en fait, vous essayez de faire rêver les deux parties, permettre aux entreprises de se dire « Ah oui, tiens, moi qui ai des difficultés de recrutement, peut-être que je peux trouver un nouveau vivier. » Et aux personnes en situation de handicap, ben non, autorisez-vous à avoir un projet. Bon, après, il ne faut pas être dupe. Les entreprises, elles ont une obligation aussi, on le sait. Bien sûr, vous appelez ETH, donc vous le savez. Il y a cette fameuse obligation d'embauche, 6% minimum pour les entreprises de 20 salariés, donc il y a aussi cet intérêt, mais pas seulement. Les entreprises, elles ont envie de s'ouvrir, d'être plus, comment dirais-je, respectueuses de la société, du changement, et donc elles développent des missions handicap, donc elles font des efforts. Donc elles viennent nous voir en disant, bah, ces jeunes, on ne les trouve pas, quoi. On a pas mal d'emplois, après tout, ouvrons-les effectivement, comme vous le dites, à ces jeunes, mais on ne les trouve pas. Donc nous, on va les faire rêver, je ne sais pas, mais on leur dit, bah si, sur le marché de l'emploi, nous, on est en contact avec plein de jeunes. Par contre, il faudrait s'en intéresser très jeunes, dès 15 ans. Ouvrez leurs portes, ouvrez les portes de vos entreprises, ouvrez vos horizons, faites rencontrer les collaborateurs, les salariés, parlez de vos métiers. Enfin voilà, on fait, je dirais pas du rêve, on fait de la rencontre en fait, hein, de la mise en contact, de l'échange. À partir de là, des deux côtés, et je pourrais vous livrer, je ne sais pas combien d'anecdotes là-dessus. Si on a le temps, on y reviendra un peu. Des deux côtés, des choses se font et on réalise que c'est possible. J'ai vu beaucoup de jeunes me dire ah bah dis donc, j'avais pas pensé à ça. Finalement, j'ai tel handicap, mais en fait, il n'y a pas de problème, je pourrais faire ce métier. Et en face, des collaborateurs, des salariés engagés qui me disent en fait, c'est pas comme je pensais, en fait, le handicap. C'est plus vaste et c'est moins compliqué. Et puis finalement, on peut en parler assez facilement. Alors, vous avez inventé, je ne sais pas, en tout cas, vous développez un certain nombre de formats pour permettre cette rencontre. Est-ce que vous pouvez nous présenter les principaux formats que vous utilisez, mobilisez ? Alors, déjà, plusieurs fois par an, on organise des grands forums. On est implanté en France dans 5 grandes régions. Île-de-France, Hauts-de-France, Rhône-Alpes, autour de Lyon, Bretagne et depuis peu Occitanie, autour de Montpellier. Donc dans ces régions, une fois par an, un grand forum, c'est quoi? On fait venir une soixantaine en gros d'employeurs, enfin de collaborateurs issus d'entreprises, de services publics qui ont leur petit stand et qui reçoivent des jeunes en situation de handicap. Le dernier a eu lieu en Bretagne, il y avait 400 jeunes à peu près, qui viennent juste pour discuter métiers, pratiques au quotidien, orientation. Comme un salon des métiers, disons. Salon des métiers. C'est un public spécifique. Voilà, c'est ça. Et puis alors, si je suis sourd, comment ça se passe? Si je suis en fauteuil, quel est le problème? Et en face, vous avez souvent, en plus, de plus en plus dans les entreprises, des gens qui connaissent ces sujets, ça commence à se développer. Donc il y a des réponses, voilà, ça peut faire des rencontres. Ça, c'est les événements annuels. Et puis, on a au quotidien des petites actions gratuites, je le disais tout à l'heure. La plus courante, c'est la visite d'entreprise. Donc, les collaborateurs se proposent, en fait, vont vers leur direction des ressources humaines ou leur mission handicap et disent, voilà, moi, je veux participer. Et pendant une après-midi, par exemple, vous recevez un petit groupe de 5-10 personnes, de jeunes, de 15 à 30 ans, encore une fois, qui viennent, qui découvrent ce que vous faites, tout simplement, hein, qui sont là dans l'entreprise, qui sont guidés, qui découvrent les métiers, qui posent des questions. Et là, il se passe des choses magiques et ça permet d'ouvrir les horizons. Après, on a d'autres formes d'action. Le jeune, il a beaucoup besoin de prendre confiance en lui.
Et pas que en situation de handicap, évidemment. Oui. Mais bon, ça compte quand même. S'exprimer, se vendre, entre guillemets, il y en a besoin. Donc on fait des ateliers où on leur apprend à faire des CV, on leur apprend à se présenter, on fait ce qu'on appelle du coaching, et on le fait dans les deux sens. On fait aussi des coachings pro pour les collaborateurs. Ça, c'est très instructif. On dit, on va vous montrer comment aborder ces sujets, à quel moment, dans un entretien d'embauche, pour pas que ça pollue la conversation et qu'on passe pas à côté d'un talent. Voilà, il y a plein de formations qu'on fait comme ça. Vous formez au recrutement dans les deux côtés. Des deux côtés. Ouais. On a aussi une autre action gratuite qui s'appelle Ma fonction, mon parcours. Vous pourriez y venir. Quelqu'un vient, un collaborateur, il dit voilà, je fais tel métier, je vais vous en parler, je vais vous expliquer comment j'en suis arrivé là, pourquoi c'est bien. Pourquoi c'est pas si simple ou pourquoi c'est simple à l'inverse de faire ce métier. Un vrai témoignage vécu. Et puis voilà. Venir, c'est venir quoi, dans vos locaux, dans des classes Alors il y a plusieurs possibilités. Il y a eu longtemps, à cause du Covid, des échanges qui se sont faits par Internet. Bon, c'était moins rigolo, mais ça se fait encore. Et ça permet d'avoir des échanges avec des entreprises qui sont parfois éloignées, donc ça peut être intéressant. Et puis on a aussi des choses qui se font au sein des entreprises. Une entreprise peut très bien dire on va monter une petite session Ma fonction, mon parcours. On a, je sais pas moi, un ingénieur, un horticulteur, un infirmier, ce qu'on veut, hein, qui va venir parler. Et puis on fait venir le groupe et on fait cette rencontre. Et il y a ces échanges qui se passent. En fait, les deux sont possibles. C'est très souple. Et c'est un petit peu à la volonté du membre de l'association. C'est-à-dire qu'il est adhérent pour l'année. Il définit son rythme. Combien d'actions il veut mener, avec combien de jeunes, à quel endroit, à quel moment. Tout ça se fait au coup par coup et on organise ça en toute souplesse si possible. D'accord. Et comment les jeunes vous sont adressés? Comment ils trouvent la route de l'arpège? Très bonne question, je voulais le dire, donc ça tombe bien. Alors, il y a deux solutions. D'abord, Arpège est conventionné avec l'Éducation nationale. C'est important de le dire. On a une convention avec ce ministère et donc des signatures de convention avec chaque rectorat qui concerne les secteurs où nous œuvrons. Par exemple, Île-de-France. Donc ça nous met en contact via l'Éducation nationale avec tous ces jeunes, notamment les jeunes qui sont, comme on dit, en Ulysse, vous savez, donc dans des dispositifs particuliers, intégrés dans des classes ou dans des cours parfois à part, mais l'important c'est qu'ils soient informés. Donc souvent nous organisons avec le ministère de l'Éducation nationale ces actions qui font venir donc des groupes et c'est considéré comme une activité complémentaire au programme de l'Éducation nationale. Voilà. Le deuxième biais, il est numérique tout simplement. On a un site internet, hein, tout le monde fait ça, mais c'est important. Sur ce site internet, il est fait de manière assez simple. Il suffit d'entrer dans la catégorie jeune. J'ai vu que sur le site de ETH, il y a aussi cette séparation. Et c'est bien parce que ça permet de s'y retrouver. Vous êtes un jeune, vous cliquez là-dessus, vous allez voir une liste, un agenda avec toutes les actions qui arrivent au fur et à mesure organisées par nos chargés de mission. Vous inscrivez au coup par coup à l'action que vous voulez et vous pouvez venir seul, avec vos parents, enfin comme vous voulez. N'importe quel jeune de 15 à 30 ans en situation de handicap peut aller sur le site www.arpège.com et trouver son événement et y aller la fleur au fusil. Absolument. La seule chose, c'est de s'inscrire, être en situation de handicap, mais on ne demande pas, alors on ne demande jamais quel est le handicap. Si un aménagement est nécessaire, il suffit de nous le signaler pour qu'on en tienne compte. Voilà. Après, ça s'arrête là. Il n'y a pas de fichage. On n'est pas Cap Emploi ou Pôle Emploi qui fait très bien son travail, mais ce n'est pas notre truc. Donc, on ne fiche pas les jeunes. Ils viennent, ils visitent. Il faut un petit atelier coaching. Parfois, ils disparaissent plusieurs années. Ils grandissent, ils reviennent, etc. Tout ça est très libre pour tout le monde. Bon, très bien. On a parlé du fonctionnement de l'Arpège, tous secteurs confondus. Alors, bon, on est ici à OTH, on parle du secteur sanitaire et social, associatif en particulier, mais plus généralement du secteur sanitaire et social. Est-ce que c'est un secteur que vous avez eu l'occasion jusqu'à présent d'approcher, avec lequel vous avez eu l'occasion de travailler ? Alors, ça fait partie de nos membres. Nos membres, je l'ai dit, il y en a à peu près 150. Il y a vraiment tous les secteurs et il y a du médico-social. Et vous en êtes dorénavant un éminent représentant. On va pouvoir faire plein de choses ensemble et c'est très bien. Absolument, on en parlera tout à l'heure. Ce qui est fou quand même, c'est que je regardais, j'ai demandé à notre pôle insertion, puisqu'on fait également, je ne l'ai pas dit, beaucoup de placements de stages, hein, puisqu'on donne le CV de nos jeunes qui le souhaitent à nos membres au moment où ils cherchent des stages et des alternances. C'est un peu en ce moment, là, ça se termine. Ça, on le fait, ce matching chaque mois. Donc, on sait à peu près... Des stages, pardon, quel format immersion l'alternance, c'est souvent 2 ans. Alors, alternance, oui, mais sur la partie stage... Ça dépend de l'entreprise. Vous pouvez faire des immersions facilitées, des dispositifs... En fait, nous, on met simplement en contact le jeune, ses compétences, son CV, sa volonté, avec les entreprises. L'entreprise dispose de ses listings. Et après, les contacts se font et s'il faut, on intervient pour aider pour les aménagements, etc. Mais encore une fois, nous, c'est la rencontre. Vous, c'est la rencontre.
c'est l'interface. Pardon, Donc là, j'ai demandé à ce pôle de me dire s'il y avait en ce moment des demandes pour des stages donc dans ces métiers du médico-social. On est à peu près à 6-7% concernant ces métiers. Donc j'ai la liste là parce que je ne l'ai pas apprise par cœur, mais effectivement on s'y retrouve auxiliaire de puériculture, accueil en petite enfance, animatrice sociale, d'ailleurs beaucoup de féminins, vous avez remarqué, oui, assistante administrative dans le secteur sanitaire et social. Assistante administrative, déjà ça ouvre l'horizon. Voilà. Mais c'est vrai que c'est très féminin, ce sont des jobs, bizarrement, qui sont assez estampillés féminins. C'est la réalité du secteur. Vous savez, 75% des cœurs de métier sont des femmes sur les métiers du soin et de l'intervention sociale. C'est historique. Mais... Après, je me pose une question, mais c'est vous l'expert. On est dans une époque un peu du care, c'est-à-dire qu'on parle de plus en plus de prendre soin les uns des autres, du vivre ensemble, je ne sais pas comment on dit. Je pense que ces métiers ont un avenir. Effectivement, vous n'arrêtez pas de le répéter, il y a de la demande, il y a du travail. Et en face, il nous semble que beaucoup de ces jeunes qui ont vécu, de par leur situation de handicap, pas tous, mais beaucoup, un contact privilégié avec le milieu médico-social, avec ce milieu du prendre soin de l'autre, etc., ont une forme d'expérience qui doivent pouvoir leur permettre d'être un peu plus compétents, d'avoir des talents qu'on ne trouvera pas forcément chez les autres jeunes. Donc c'est un plus. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça représente idéologiquement un frein. On se dit, ces jeunes, et on en parlait avec Servane Chauvel, la déléguée générale de l'association que je cite toujours dans mes entretiens, c'est très important, Servane qui a une grosse expérience, me disait peut-être que c'est une censure. C'est-à-dire, on se dit, ces jeunes ont évolué, ont grandi dans des univers médico-sociaux, on ne va quand même pas les faire bosser en plus là-dedans. On pense que ce n'est pas forcément une bonne idée. Au contraire, peut-être que ce sont des talents, des capacités, des compétences qu'il faudrait plus exploiter. Et peut-être que ces jeunes ne seraient pas contre le fait de prolonger cette expérience et de s'y retrouver, et qu'ils auraient une habilité toute particulière pour prendre soin des autres parce qu'on a pris soin d'eux et qu'ils comprennent. Voilà. Je pense notamment au fait d'aider les personnes âgées. Voilà. Quand on a soi-même été quelqu'un qui a eu besoin d'assistance, qui a eu besoin de patience, de tolérance de la part des autres, peut-être qu'on a plus d'aptitude naturelle à l'offrir à des gens qui, à un certain âge, en ont besoin. Donc, à mon avis, il y a un boulevard, un avenir là très intéressant. Oui, alors si vous me posez la question, je suis assez d'accord avec vous. C'est ce qu'on essaye de promouvoir, en effet, que l'expérience du handicap nous paraît une compétence potentiellement, en tout cas, une compétence potentielle qui permet d'envisager une orientation dans les métiers de l'aide ou de l'intervention sociale ou du soin. Ça, on partage vraiment cette conviction. Mais vous évoquiez des freins. Alors, les freins, en vous entendant, j'en entends de trois ordres. Des freins chez les orienteurs, qui disent est-ce qu'on va le pousser dans ce milieu-là dont il vient, est-ce qu'il ne faut pas passer des freins peut-être de la part des candidats eux-mêmes, parce que vous évoquiez vos chiffres, c'est des projets exprimés par les jeunes eux-mêmes, on est à 6, 7 ou 8%, je ne sais plus, ce qui n'est pas mal, mais enfin ce qui n'est pas non plus massif. Est-ce qu'eux-mêmes s'interdisent peut-être de formuler ces projets? Et puis peut-être des freins des entreprises, mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais vous les sentez, ces freins, et des orienteurs, et l'autocensure que vous évoquiez tout à l'heure aussi? L'autocensure, c'est une chose contre laquelle on se bat en permanence. Je pense que c'est un héritage, je le disais au début, un héritage culturel un peu. On a souvent d'abord une image assez limitée de ce qu'est le handicap et du coup de ce que la personne en situation de handicap peut ou pas prétendre faire. Je pense que tout ça a beaucoup changé. Donc déjà, il y a une culture à changer. Ça, c'est le premier frein, beaucoup d'autocensure. Il y a aussi une grande méconnaissance du handicap lui-même. C'est-à-dire, le handicap, c'est une palette, malheureusement, innombrable de choses différentes, de situations, de paramètres, avec en face des aménagements à faire qui ne sont pas dithyrambiques, coûteux, compliqués systématiquement, qui parfois sont rentables, j'aime pas ce mot-là, mais sont amortis parce que tout ce que la personne va apporter en fait fait presque oublier les aménagements qui ont été nécessaires au début. Donc il y a ce genre d'autocensure par des peurs en fait, manque de connaissances. Voilà, je pense qu'elles sont là. Et il n'y a pas de raison en fait. Il faut vraiment ouvrir les yeux des gens et que ces jeunes du coup qui grandissent avec ça, avec ce milieu ou même leurs parents, on leur dit bon.
ne laissez pas votre gamin espérer ça, ça va pas être possible. Voilà, ça rentre, hein, tout ça, c'est ce genre de phrases, et donc on s'autocensure alors qu'en fait on regarde pas les choses concrètement, et c'est faux, quoi. Moi, je prends toujours l'exemple, il y a pas longtemps, avec une jeune sourde, je pense à elle, il y a quelques jours encore, qui m'a dit, moi je veux être steward. Donc jeune sourde, elle voulait être steward, enfin hôtesse de l'air. Évidemment, autour de nous, on avait plusieurs collaborateurs qui se disaient, c'est mort, quoi. On peut pas être hôtesse de l'air en étant sourd. Bon, et alors, j'ai envie de dire, elle a 15 ans, elle peut rêver de ce métier-là, se tourner vers, alors pour le coup on quitte un peu le médico-social, mais c'est quand même prendre soin des passagers. Elle se tourne vers l'aéronautique, elle se tourne vers en fait le commerce, vers tout ça. Elle développe peut-être une scolarité, une orientation, des choix qui vont être portés par ce rêve. Peut-être que d'ici là, on pourra être hôtesse de l'air en étant sourde, j'en sais rien, hein, on ne peut pas injurier l'avenir. Et peut-être que d'ici là, elle trouvera dans ces milieux et dans la formation qu'elle a suivie un nouveau cap, un nouveau rêve qui fait qu'elle n'aura pas perdu son temps. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut arrêter avec les autocensures, quoi. Il faut dire, bah pourquoi pas. Voilà, vas-y, essaye, forme-toi et tu verras. Le médico-social, il y a plein de métiers et de possibilités. Moi, je pense qu'il faut porter les jeunes vers ça et ne jamais dire dès le départ, bon, bah ça t'oublie, ça va pas être possible. Ça, c'est horrible. Oui, y compris en portant le message auprès des orienteurs qui sont parfois les premiers relais avec lesquels il faut travailler. C'est un travail que vous faites, ça, de discuter avec l'orientation. Vous parliez de vos conventions avec l'éducation nationale, avec les services de l'ONICEP, avec les conseillers en orientation. Est-ce que vous avez l'occasion de les accompagner ou de les former? Alors nous, on a une équipe de chargés de mission, hein, qui sont d'ailleurs nous aussi que des femmes, qui sont très compétentes et qui travaillent secteur par secteur, rectorat par rectorat. Donc elles ont le contact privilégié avec les personnels de l'éducation nationale. On a souvent dans les rectorats des conseillers techniques qui sont à la tête de ça, qui sont très bien informés, qui sont vraiment sensibilisés et qui ne font pas ce genre de raccourcis. Donc qui essayent d'ouvrir les horizons. Après, l'éducation nationale, moi je ne veux pas en dire du mal, mais c'est une grosse machine qui elle aussi est empêtrée dans une culture un peu comme ça compliquée. Donc les choses se font progressivement en échangeant. Puis après vous arrivez au moment des accompagnants, des enseignants. Bon ben voilà, il y a toutes sortes, c'est comme dans la vie, hein. Il y a toutes sortes de points de vue. Parfois, là aussi, il faut rediscuter et faire attention à des discours qui sont parfois un peu fermés d'office, quoi. Et encore il n'y a pas longtemps, j'ai entendu des phrases qui m'ont un peu effrayé de la part d'une accompagnatrice. Donc nous, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On rediscute, on dit ce que je viens de faire. Hein. Et pourquoi pas? On essaye de changer un petit peu votre point de vue. Et si on parlait d'abord du jeune parce qu'il est un jeune, parce qu'il a envie de faire des choses. On regarde ses capacités. Voilà, même avant d'arriver aux capacités, son envie. C'est déjà pas mal l'envie. Hein. Tu veux faire infirmière. D'accord. Tu es en fauteuil roulant, mais tu veux faire infirmière. Et alors, je vois pas où est le problème. Commence par bosser le secteur. Et puis peut-être qu'on trouvera des moyens d'abord de trouver ton orientation scolaire adéquate. Et puis petit à petit, cette idée va évoluer. Voilà, mais pas dès le départ. Encore une fois, dire cette phrase, c'est foutu, quoi. Ça, c'est terrible. Ben, c'est un empêchement. Alors, vous l'avez dit, on se l'est redit tout à l'heure, nous sommes partenaires, donc ce qui veut dire que l'association ETH a pris une adhésion à l'Arpège pour le compte de l'ensemble des... Ah bah oui, c'est ce que je me dis tous les matins, pour le compte de l'ensemble des associations et fondations qui relèvent du champ de l'accord, donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'adhésion à payer pour les associations et fondations qui relèvent de l'accord, mais ensuite, concrètement, comment font-elles? Alors, le principe, il est simple, il est le même en fait, j'ai envie de dire, sauf qu'effectivement, là, il n'y a plus qu'un seul intermédiaire et c'est très bien. L'important, c'est que vous apportiez à ces jeunes pour lesquels on se bat une diversité de propositions. Donc comment dirais-je, le goulot d'étranglement, je sais pas comment dire, le chemin que vous allez dresser pour toutes ces personnes dont vous parlez, c'est très bien, ça va nous permettre d'avoir encore plus de propositions et de possibilités. Dans chacun des rectorats, je le disais, il y a une chargée de mission. Elle organise au coup par coup ses actions, que ce soit des visites, que ce soit des coachings, enfin tout ce que j'ai dit, elles le font à la demande. Donc le plus simple en fait, c'est à chaque fois de venir avec cette volonté, de s'adresser à cette chargée de mission en disant voilà, j'ai un collaborateur qui voudrait parler de son métier. Et on organise, hein, c'est simple en fait. Hein. Voilà, j'ai un lieu de production, je vais dire n'importe quoi moi, d'huile d'olive. Si vous voulez, je peux recevoir 5 gosses parce qu'il y a la place et on a plein de choses à leur montrer. On fabrique, voilà. On fait ça au coup par coup, c'est un peu artisanal presque, j'ai envie de dire. Ça reste quand même encadré, mais c'est pas compliqué, c'est important. Hein. C'est de la rencontre, hein. Après tout, c'est simple. Donc, je sais pas, supposons qu'un responsable des ressources humaines d'une sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence regarde ce webinaire et se dit, tiens, moi je veux
faire venir un groupe de collégiens dans mon association. Concrètement, il appelle qui? L'Arpège, le rectorat? Non, on commence par Arpège. Alors, on peut passer par vous, puisque vous êtes notre membre. Nous, ça nous va très bien. Ça nous va aussi. EETH a affaire à une chargée de mission, évidemment, qui est en contact, qui organise, d'ailleurs, dans le cadre des indispensables, je crois qu'il y a des actions qui ont été élaborées. Absolument. Donc, voilà. Donc, en fait, cette personne peut contacter, si elle préfère, directement par vous, proposer ce qu'elle veut faire. Elle sera mise en contact avec notre chargée de mission dans la zone où elle se trouve. Et après, très simplement, par échange de mails et de coups de fil, on va organiser. Et en fait, c'est pas compliqué. Voilà, il faut surtout pas se... C'est pas l'association qui aura à trouver les 5 jeunes. On va tout organiser. Évidemment, les chargés de mission font ça du matin au soir, tous les jours de l'année. Elles vont organiser, se renseigner sur le programme qu'on va pouvoir élaborer, sur le lieu, sur les transports. Si parmi les jeunes qui se portent candidats, puisque nous, après, on va évidemment annoncer cette manifestation, j'ai envie de dire, ou cette visite, par exemple, on va l'annoncer aussi sur nos agendas. Les jeunes vont s'inscrire. C'est à ce moment-là qu'on les interroge sur « As-tu besoin d'un aménagement, de transport, de je ne sais quoi ?» Donc ça, nous, on le gère. Un interprète, par exemple, ça peut être nécessaire. On fait tout ça. Et ensuite, c'est parti. On organise ça et ça se passe en général à merveille. Il n'y a pas de raison. Et de la même façon, si une monitrice éducatrice de cette même sauvegarde a dit « Tiens, moi, j'aimerais bien venir témoigner », elle se tourne vers sa responsable et pareil, on peut monter de façon très simple. Je pense qu'on a un bon partenariat avec OTH, ça ne devrait pas être très compliqué de se mettre en contact et d'organiser tout ça. Je suis très en confiance là-dessus. Bon, c'est important de se dire, de définir comme ça ce champ des possibles. Alors, vous avez déjà évoqué... C'est gratuit, hein, peut-être qu'on peut le préciser, parce que ça peut inquiéter ça. Ah ben oui. À partir du moment où vous avez réglé l'adhésion, oui. Faut le dire, chaque action est gratuite. On ne va pas demander à chaque fois à l'organisateur en plus de payer quelque chose. Hein. C'est gratuit. Voilà, c'est gratuit. Ouais. Peut-être on le redira même encore à la fin. Ouais, c'est important. C'est important. Vous avez déjà évoqué quelques belles histoires, mais peut-être qu'avec le recul, ça fait 15 ans, c'est ça, vous devez en avoir des parcours un peu significatifs, des gens qui ont tapé à votre porte dès leurs 15 ans et qui aujourd'hui sont PDG de la World Company. Alors il y a une histoire qui ressemble un peu à ça, il y en a plusieurs qui me viennent, mais c'est vrai que je pense de temps en temps à Ouzma, parce que j'ai eu l'occasion de la rencontrer, parmi d'autres. Qui était une jeune fille qui, au début de l'association, mes collègues qui sont là depuis très longtemps dans l'association s'en souviennent très bien, elle est venue participer à des visites d'entreprise. Voilà. Ouzma est une jeune femme pleine de talent, mais qui est atteinte de cécité. Comme elle ne voit plus, ça posait un problème pour trouver son travail. Et elle s'est orientée, à force, encore une fois, d'aller visiter des entreprises, de rencontrer des gens. Elle a trouvé sa voie. Sa voie, c'est les RH, voilà, les ressources humaines. Et petit à petit, elle a fait son chemin. Elle a disparu quelques années, et puis elle est revenue vers nous un jour pour nous dire, voilà, moi je suis une ancienne bénéficiaire, je me souviens très bien d'Arpège parce que ça m'a ouvert l'esprit, et c'est vraiment ça qu'on recherche. Et aujourd'hui, elle travaille pour une petite boîte qu'elle a cofondée sur les ressources humaines, dans laquelle elle est voilà, aujourd'hui efficiente. Et symboliquement, cette petite entreprise, toute petite, a souhaité, et c'est le cas aujourd'hui, devenir membre d'Arpège pour boucler la boucle. Et hop, on recommence. Et du coup, on va faire des nouveaux petits bénéficiaires. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est une des belles histoires qu'on a eues. Il y en a une autre, il n'y a pas longtemps, plus simple. On a parmi nos membres la direction des services administratifs de la Première ministre. Je ne sais pas si vous savez, c'est comme un petit ministère. Il y a pas mal de monde autour du Premier ministre. Donc grâce à ça, par exemple, on a emmené un groupe de jeunes visiter Matignon. Moi, j'y étais, c'était absolument épatant. Et on a aussi une jeune bénéficiaire qui, à force de visites et d'actions avec Arpège, a fini par trouver un premier stage auprès de ce service. Et il faut savoir que dans ce service, moi je l'ai appris, il y a je ne sais plus combien de métiers, mais il y a des métiers qui vont de pâtissier à service administratif. Enfin, c'est incroyable tout ce qu'il y a autour des services de la Première ministre. Et ce premier stage s'est bien passé. Elle a décroché son premier emploi. Et elle nous a écrit un petit mot pour nous dire « Grâce à vous, j'ai mon premier job là où vous m'aviez permis de faire un stage déjà à l'époque. » Bon, super. Ça marche. Alors, bah oui, ça marche. J'ai une dernière question qui est une question rituelle qui clôture tous nos webinaires. Quel conseil souhaiteriez-vous donner à un employeur du secteur sanitaire et social associatif qui souhaite recruter une personne en situation de handicap ? Alors moi j'ai envie de vous dire, Arpège, le slogan d'Arpège, c'est des rencontres qui font grandir les talents. Donc le conseil, pour moi, il est issu de ces mots. Rencontre, grandir et talent. Les jeunes qui se présentent à vous, passez au-delà de vos a priori et de vos inquiétudes. Regardez d'abord quels sont les talents de ces jeunes, c'est-à-dire, comme pour n'importe quel autre jeune, j'ai envie de dire, quelles sont ses compétences, ses envies, ses motivations, ses rêves. Et ça va porter le reste
de la possible embauche. Après, il y a la rencontre. Bon, là, on est là pour aider. Rencontrer, c'est mieux comprendre. C'est effectivement faire tomber quelques idées préconçues, faire tomber quelques autocensures. Et une fois que la rencontre est faite, je pense que le projet peut grandir et que vous pourrez, malgré vos craintes, trouver beaucoup plus de candidats qui correspondent à vos recherches simplement en ouvrant votre esprit. Le handicap, c'est un paramètre. Ce sont des aménagements. Ce n'est pas forcément un empêchement ou une barrière pour réussir un projet. Et comme dit l'un de nos membres actifs auxquels je pense, le handicap n'empêche pas le talent. Voilà, donc il ne faut jamais l'oublier parce qu'on trouve souvent des perles rares, croyez-moi, parmi tous ces jeunes qu'on accompagne. Et on est arrivé maintenant depuis 15 ans à presque 21 000 jeunes accompagnés comme ça, avec cet état d'esprit-là. Donc n'hésitez pas à tester de votre côté. Merci beaucoup Yannick, merci à l'Arpège. On termine donc toute notre série de webinaires indispensables que vous pouvez évidemment tous retrouver en replay sur le site www.indispensable.org. Et puisque c'est le dernier webinaire, c'est l'occasion d'adresser des remerciements à la cantonade, à l'équipe technique d'abord qui nous a accompagnés sur la réalisation et la production de ces webinaires, à tous les partenaires évidemment des indispensables. À nos partenaires aussi qui ont assuré la vélotypie de tous ces webinaires et la traduction en langue des signes. Merci beaucoup, ils nous ont suivis, y compris parfois quand ça jargonnait un tout petit peu. Bravo pour leur ténacité. Et puis merci à l'équipe communication de OTH qui a été très vaillante et puis à toute l'équipe de OTH qui fait vivre au jour le jour et au quotidien les valeurs des indispensables. On se retrouve très bientôt car les indispensables, ça n'est pas fini, c'est toute l'année. N'hésitez pas, employeurs, recruteurs qui avaient envie de vous lancer dans cette belle aventure, à solliciter OETH et ses partenaires. Merci à toutes et tous.